Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. School TV, le MAG, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte et une initiative, qu'elle soit locale, départementale, régionale, voire même nationale. Aujourd'hui, c'est avec Adrien Fontenot. Bonjour Adrien. Bonjour Patrice. Tout va bien ? Tout va bien. Allez, c'est parti sans plus tarder pour le sommaire de cette émission. 160 000 enfants victimes d'inceste ou d'agression sexuelle en France. Et cela chaque année. Face à ce fléau, le gouvernement égrène des mesures, lance une toute nouvelle campagne de sensibilisation. C'est à la hauteur des enjeux. On en parle dans un instant. Dijon, Beauvais, Cergy, Toulon, bientôt Angers ou encore Rennes. La caravane contre la pédocriminalité fait étape dans plus de 40 villes en France. Comment est née cette initiative ? Quelles sont ses missions ? On en parlera dans un instant avec le cofondateur du collectif Prévenir et Protéger. Et puis Adrien Fontenot nous parlera de la Carado, une initiative portée par des gendarmes dans le Nord avec un seul leitmotiv, l'écoute, l'entraide, la communication. C'est parti pour l'expression orale. Bonjour Arnaud Gallet. Bonjour. Arnaud Gallet qui nous fait l'amitié de venir nous rendre visite effectivement dans le MAG sur School TV, cofondateur en rappel du collectif Prévenir et Protéger de Be-Boy France, membre de la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage, J'étais un enfant. J'étais un enfant. J'étais un enfant. Et c'est aux éditions Flammarion. Une agression toutes les 3 minutes, Arnaud. On en parle dans un instant. 160 000 enfants victimes d'inceste, d'agression sexuelle en France. Face à l'urgence, le gouvernement a lancé une toute nouvelle campagne de sensibilisation. C'était mardi dernier. Elle m'a dit, c'est notre petit secret, rien qu'à nous deux. Elle est venue dans ma chambre, il m'a dit qu'on pouvait faire des trucs de grands tous les deux. Ce soir, c'est lui qui vient me garder. Mais j'ai pas très envie. Mais je peux pas le dire. C'est un secret. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Au moindre doute, appelez le 119. Le message est fort, la campagne était nécessaire, évidente, mais certains disent déjà une campagne de sensibilisation et puis c'est tout. C'est votre sentiment. Oui, alors on peut que souligner la nécessité d'avoir cette campagne, c'est très bien, etc. Mais effectivement, à la télé, sur les réseaux sociaux, à la mi-temps du match de rugby contre la Nouvelle-Zélande, France-Nouvelle-Zélande, c'était vu par des millions de personnes. Bien sûr, il faut envoyer ce message-là, qui est un message fort. Après, le vrai sujet pour nous derrière, ça fait combien de temps qu'on demande des moyens pour faire de la prévention, pour que les professionnels soient formés, etc., quand ils vont recueillir la parole des enfants. Le risque d'une campagne comme celle-là, en réalité, c'est quoi ? C'est qu'il y a des personnes qui vont, au bout d'un moment, soit franchir le seuil des commissariats, soit parler au niveau de l'école, etc., sans que les personnes soient outillées pour recevoir leur parole. Nous, le sujet, c'est celui-là dont on parle depuis des lustres. Donc, en réalité, on n'en est plus uniquement à briser le silence. Ça fait longtemps que les victimes brisent le silence. Eva Thomas, c'était en 1984 à la télé avec les dossiers de l'écran, donc une victime qui avait donc pris la parole, qui avait écrit un livre, etc. On demande des moyens pour faire de la prévention, pour recueillir la parole des enfants. Et la secrétaire d'État s'en défend cette semaine. Elle parle du renforcement du 119 de la plateforme qui a été visitée effectivement par la secrétaire d'État, par la ministre, avec bien sûr Muriel Robin qui est très engagée sur ces questions. La création d'un office de police dédié, de la formation des médecins libéraux, avec là aussi une formation dédiée. La question de l'éducation sexuelle à l'école qui est remis au goût du jour, si je puis dire. Ça va dans le bon sens, j'imagine, oui, mais on attend un plan d'ampleur, quoi. Mais ça va pas assez loin, c'est-à-dire qu'on parle de 10% de la population française, on parle d'accueil des enfants. Aujourd'hui, on est en réalité sur une obligation de résultat. Ces mesures, par exemple, concrètement, on parle de quoi ? Il faut savoir que les enseignants en France n'ont pas de formation obligatoire en la matière, donc sur le recueil de la parole des enfants et même sur la manière dont eux-mêmes ils vont d'une certaine manière recueillir cette parole et les impacts que ça va avoir pour eux. C'est-à-dire que quand on parle même par exemple d'un enseignant qui va recueillir cette parole-là, ça peut avoir tout simplement pour lui personnellement, ou elle d'ailleurs, un impact. Et je veux dire, on passe outre, on se dit qu'on fait un spot qui d'une certaine manière est très bien mais qui coûte pas très cher, je veux le dire de cette manière-là. Par contre, ce qui coûte plus cher, c'est la formation obligatoire. Les gendarmes, moi j'interviens par exemple directement sur le recueil de la parole des enfants au Fort de Rosny, donc qui est au niveau de la gendarmerie nationale, avec une formation au niveau donc des gendarmes. Et faut savoir que cette formation, elle n'est pas obligatoire. Dans ce pays, quand même, on dit que 10% de la population française est victime d'inceste, mais c'est-à-dire que potentiellement, on peut avoir dans n'importe quel commissariat ou gendarmerie de France, quelqu'un qui franchit le seuil de la porte et qui vient parler de ces violences-là. Ça signifie que les personnes ne sont pas obligatoirement formées. Et c'est ça le sujet de fond. C'est comme sur les questions de féminicide, de violence intrafamiliale de manière plus large.
charge. On sait aujourd'hui l'ampleur, donc c'est très bien. Muriel Robin, d'ailleurs, a tenu à interpeller la secrétaire d'État sur cette question, parce qu'elle est très au fait aussi sur les questions des violences faites aux femmes et aux féminicides. La secrétaire d'État lui a demandé un petit peu de patience, là aussi, et que, effectivement, ces mesures prennent du temps, 5, 6, voire 7 ans. C'est ce qui s'est passé visiblement en Espagne. Je suis un petit peu plus circonspect sur ce qui se passe en France. Mais je vais prendre un exemple concret, parce qu'en plus on est sur School TV, et je pense que c'est important, parce qu'on va avoir des parents qui nous regardent, qui vont par exemple mettre leurs enfants aussi dans des clubs de sport, etc. Vous avez eu dans le 17e arrondissement de Paris, d'accord, un club de sport qui s'appelle La Salésienne, club de foot, d'accord, qui a été mis sous les feux des projecteurs il y a peu de temps, parce qu'il y avait des histoires de harcèlement sexuel, de violence sexuelle, etc. sur des enfants, d'accord. Il y a des personnes qui devaient être suspendues, qui ne l'ont pas été, qui ont même été promues à des postes de responsabilité. On demandait, alors même que les faits étaient signalé auprès de la mairie du 17e, rien n'a été fait par la suite. Et là, on peut d'ailleurs souligner que le maire du 17e a demandé la suspension de ces personnes-là qui sont toujours en poste. Le ministère des Sports nous dit nous, on ne peut rien faire parce que c'est pas sous notre hiérarchie, etc. On leur demande effectivement de faire le nécessaire. La préfecture qui délivre aux associations le droit d'exercer ne fait rien également. La secrétaire d'État également en charge de l'enfance ne fait rien. Concrètement, dans un flou juridique ? Concrètement, en fait, personne ne fait rien. C'est-à-dire que même politiquement, on se dit oui, mais alors il y a nous, ce qu'on demande, évidemment, et ce que dit d'ailleurs le maire du 17e arrondissement, c'est de dire, évidemment, il demande la suspension même provisoire, le temps de l'enquête. On peut respecter la présomption d'innocence, la fameuse présomption d'innocence, qui est importante dans ce pays, mais en se disant, mais finalement, quel risque on prend aujourd'hui pour les enfants en gardant ces personnes-là en poste, alors même que le ministère des Sports lui-même demande leur suspension. On est dans un truc complètement dingue. Et c'est pour ça que je dis que derrière, si on fait des campagnes comme ça en disant c'est pas normal, etc., mais que derrière on n'agit pas sur le fond du sujet qui vient d'une certaine manière mettre des enfants de nouveau en danger, enfin je veux dire, je trouve ça scandaleux. La ministre dit qu'on peut pas mettre un policier derrière chaque enfant qui va être en gros agressé. Ça c'est pas possible d'entendre ça. Ça c'est pas possible d'entendre ça. On est quand même, moi je suis désolé là-dessus, moi ça m'a choqué. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose quand même où on se dit au bout d'un moment que les forces de l'ordre sont là pourquoi. Bien sûr qu'on peut pas mettre un policier derrière chaque personne, mais c'est pas le sujet. On est quand même dans un état de droit où théoriquement la police est là pour nous protéger, etc. La question n'est pas de mettre derrière chaque personne. C'est absurde de dire ça, je suis désolé de dire ça comme ça, même si encore une fois le côté préventif est très bien, mais les forces de l'ordre manquent de moyens, on a des défauts au niveau de la justice, etc. Le sujet de fond c'est celui-là, la question c'est pas de dire on peut pas mettre de policiers, bien sûr qu'on peut pas mettre de policiers, puis ça serait un peu anxiogène, comme c'est pas ce qu'on demande. Non. On dit juste par contre de renvoyer un message clair, net, précis, que dans ce type de situation comme celle que je décris, c'est pour ça c'est très concret, les personnes mettent, encore une fois, des parents mettent leurs enfants dans les clubs de sport, et ben on se dit aujourd'hui, finalement c'est l'impunité. Donc même quand la personne est signalée, etc., malgré toute la meilleure volonté du monde, il faut savoir que le ministère des Sports, notamment avec la précédente ministre Roxana Maracineanu, il y avait eu un travail remarquable fait par rapport à ça, on peut que le souligner, mais même eux sont limités dans les actions. On se dit donc il faut quelque chose d'ampleur, une volonté politique qui émane du chef de l'État, qui soit à la hauteur des enjeux qu'il avait décrits lui-même en 2021 quand il y a eu le MeToo inceste, etc. Et je trouve que c'est là. Alors c'est pour ça que ça faisait partie effectivement, ce spot quand même, pour revenir au spot, ça faisait partie des recommandations notamment au niveau de la civisme, une recommandation parmi d'autres. Et parmi d'autres, c'était notamment des moyens au niveau de la formation, etc., parmi d'autres choses qui peuvent être enclenchées, qui, on va se le dire gentiment, coûtent un tout petit peu plus cher et bizarrement, ce ne sont pas ces annonces qui sont retenues. J'ajoute juste quand même là-dessus pour dire que la Civis, la commission donc indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, va s'arrêter. On est aujourd'hui à plus de 20 000 témoignages. En décembre, c'est ça ? On crée de l'espoir, exactement, en décembre avec un rapport, et la ministre là aussi, ça m'a quand même choqué, dit oui, faut attendre, donc il y a un rapport qui va être remis, puis après on voit. Non, moi je suis désolé, il faut sécuriser les gens. Il y a des gens qui donnent, évidemment, qui font confiance pour la première fois, et c'est très bien d'ailleurs, il y a au sein de l'État, d'une certaine manière, au sein d'un gouvernement, on peut recueillir cette parole-là. Qu'est-ce que ça nous coûte ? Plus de 20 000 témoignages. Mais bien sûr, et la défense de dire, oui, moi je ne sais même pas si je serai dans le prochain gouvernement, ça n'a absolument rien à voir. Il faut que ça transcende en fait même les questions de gouvernement. Emmanuel Macron ou autre, il faut arriver à quelque chose où on vient sécuriser. On est sur un phénomène d'ampleur qui touche 10% de la population française, qui a des conséquences dramatiques en matière de santé physique, psychique, addiction. On parle quand même d'une victime sur 3 qui fait une tentative de suicide. Enfin, on parle de quoi dans ce pays ? Qu'on arrête un peu de nous dire oui, mais alors on ne sait pas, machin, puis on pense aux élections. Le sujet n'est pas là. Le sujet, il est d'ampleur. Et les personnes sur le terrain, et c'est pour ça que j'ai mis en place la caravane, exactement. Les personnes sur le terrain le disent. Ils ont besoin, au bout d'un moment, d'une directive, d'être coordonnés, etc. Et aujourd'hui, c'est pas un spot qui va coordonner les acteurs sur le terrain. Voilà, je suis désolé de le dire comme ça. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est très bien. Il faut appeler le 119. Je le dis et je le fais
souvent sur les réseaux sociaux, c'est très bien, parce que c'est un travail remarquable, sauf qu'au bout d'un moment, on voit bien que c'est limité, des fois, à notre capacité d'agir. Si les gens signalent et qu'il n'y a rien derrière... Sur ces questions-là, on dit souvent qu'on manque d'actions concrètes, de moyens aussi, et vous avez parlé justement du manque de formation des enseignants. Le ministère de l'Éducation essaye de bouger, en tout cas à tenter, avec la mise en place des référents harcèlement. On en est où de ces déploiements dans les écoles ? Je pense qu'il y a une prise de conscience, inévitablement, on le voit bien, il y avait encore des reportages là récemment, etc. Donc, mais ça ne va pas assez loin. On manque de volonté politique, on manque de choses fortes. Il y a beaucoup de... Moi, sur la question du harcèlement, par exemple, je suis assez proche d'une personne comme Nora Tiran-Fraisse, qui est donc la maman de Marion, qui a créé une association donc avec les maisons de Marion, La Main Tendue. Ça ne va pas assez loin, en réalité. C'est-à-dire que c'est pareil, il faudrait renvoyer un message fort qui permet de dire au bout d'un moment qu'on vient sécuriser les victimes, qu'on vient accompagner les victimes qui sont les parents également qui sont dans le désarroi et je trouve que là-dessus on manque aussi cruellement de volonté politique, même si on voit bien que la société aujourd'hui ne le tolère plus, c'est-à-dire que on a tous grandi, évidemment les situations de harcèlement elles ne sont pas nouvelles. Aujourd'hui on renvoie un message clair, net, précis qu'il faut protéger les enfants et qu'on en aura quelque chose, et protéger aussi, je veux dire aussi c'est important, les agresseurs, c'est-à-dire que le harcèlement scolaire là où c'est très compliqué, le harcèlement entre pairs, c'est que ça touche quand même aussi des mineurs et qu'on est dans un état de droit où l'ordonnance de 45 quand même, faut le rappeler, dit que d'une certaine manière on ne peut pas traiter des mineurs, des enfants, comme des majeurs. Donc faisons-le, protégeons aussi d'une certaine manière les agresseurs et arrêtons de se dire, évidemment, c'est pas normal sans donner de moyens. Et on voit bien, les enseignants aussi là-dedans, sur ces questions-là, ne sont pas suffisamment outillés. Il y a une volonté, moi je le souligne, je le redirai au niveau de la caravane, et on le voit bien, j'ai rencontré dernièrement encore dans le 95 des personnels de l'éducation nationale, notamment à Éragny-sur-Oise, qui a été touché par Samuel Paty, etc., avec des gens qui sont d'une motivation extrême, qui sont dans un truc... Mais qui sont livrés à eux-mêmes. Mais qui sont livrés à eux-mêmes, qui cherchent eux-mêmes les solutions. Mais on se dit, c'est quoi ce pays réellement où on demande au bout d'un moment à un conseiller principal d'éducation de trouver lui-même des solutions, d'aller faire lui-même une enquête, de se mettre en lien. Mais c'est quoi ça ? On est où réellement Je veux dire, les constats, on les a déjà faits. Il n'y a même pas besoin du rapport de la Civis en réalité. La Civis avait ni plus ni moins confirmé ce qu'on se dit depuis 10-15 ans. Des années. C'est très bien, ça va être noté. Ce que le rapport Sauvé a dit, vous voyez, si je fais le parallèle avec la Civis, c'est intéressant parce que le rapport Sauvé, donc était le rapport sur la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, pointait déjà cette question de violence sexuelle et d'inceste, etc. Il le disait, le contexte, etc. général, et faisait déjà 42 recommandations. Mais l'État français aujourd'hui s'est dit quoi ? Non, c'est 1905, c'est pour l'Église, c'est pas pour nous. Bah non, en fait, 23% par exemple des violences sexuelles dans le rapport Sauvé, on parle quand même de 330 000 victimes. 23%, c'était dans des écoles sous contrat. Mais elles sont sous contrat avec qui ? Avec le Saint-Esprit ou sous contrat avec l'Éducation nationale ? La question, c'est... On se dédonne trop souvent encore aujourd'hui. Bien sûr. La preuve. On se renvoie la balle et personne finalement n'agit réellement. Est-ce qu'on a eu un ministre de l'Éducation nationale qui a parlé, par exemple, du sous-contrat, etc. Enfin, pour bien comprendre ce que je dis là, vous allez en Australie. Les Australiens qui étaient confrontés et dont le constat était moindre, on ne parlait pas de 330 000 victimes dans l'église australienne, on parlait de moins. Les Australiens, ils ont fait quoi ? Ils ont dit temps mort, on fait un examen de tous les corps d'État, parce que nous-mêmes, certes l'Église a une responsabilité systémique, mais nos propres services, éducation nationale, justice, etc., ont une responsabilité, donc agissons pour protéger les enfants. Ils ont mis en place, en 2019, une centaine d'auditions publiques, justement, aussi pour qu'il y ait une réparation collective. Qu'est-ce qu'on fait en France ? On dit non, on agit, on met en place une commission indépendante, etc. On fait des choses en parallèle. Ce sont les initiatives locales. Initiative locale. Comme le Carado dont tu vas parler, comme exactement. Votre caravane, effectivement, dont on parle, et on vous retrouve justement dans cet extrait, cette caravane. L'objectif, clairement, est de donner la parole aux professionnels qui viennent en aide aux victimes. Extrait. C'est parti aujourd'hui pour la quatrième étape de la caravane de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. On s'arrête aujourd'hui à Cergy. Cergy, c'est la préfecture du Val d'Oise. C'est une ville qui me tient particulièrement à cœur, un département qui me tient particulièrement à cœur parce que j'y ai grandi. Aujourd'hui, je vais d'ailleurs parler de mon histoire. Je vais parler également donc à des professionnels. L'idée est bien d'aboutir une fois de plus à des recommandations. En tout, donc, on est passé de 33 à 45 villes qui vont être dans lesquelles je vais me déplacer. On continue, je suis bien motivé et ça donne de l'énergie. Be brave. Voilà, Arnaud Guélet bientôt à Angers, avant Rennes, je crois, ce sera le 21. 26 septembre prochain. Plus de 40 villes de France déjà au programme. C'est financé comment ? 45, c'est très simple. Alors cette idée, initialement, moi je fais partie des 22 signalements de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, puisque j'ai été moi-même violé par un prêtre pédocriminel entre l'âge de 8 ans et 11 ans. Donc avec l'argent d'un procès.
Et ils m'ont en fait indemnisé parce que l'église savait et n'a rien fait. J'ai trouvé ça insupportable la manière dont ça a été fait. Et la première chose que je me suis dite, faut que je réinvestisse pour à cause des enfants. Ouais. Et après, là, je suis en train de voir, il y a sûrement d'ailleurs différentes fondations qui vont peut-être me financer là-dessus. L'idée est très simple, effectivement, donc c'est de passer dans 45 villes, dont 5 dans les dom-toms aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais aller notamment début octobre aussi. Je serai en Guyane, à Cayenne, le 11 octobre exactement. Où la situation est dramatique. Oui, l'idée c'est de voir aussi les territoires aussi d'outre-mer un peu autrement que sur la dimension touristique ou je sais pas, la Guyane, généralement quand on parle de la forêt ou éventuellement on parle des fusées qui peuvent décoller au niveau je pense qu'il faut, il faut quand même en parler. Ou la Martinique et la Guadeloupe où on parle toujours des plages, Mayotte, la Réunion, etc. C'est important et ce qui est bien, même la Corse, c'est tout bête, je vais aller en Corse aussi en décembre, la Corse, il y a des belles choses qui se passent et la Corse c'est quoi? C'est l'île de beauté. Donc on parle de ces territoires touristiques, sauf qu'on ne parle pas du fond avec effectivement des réalités aussi de territoire et notamment d'accès aux soins, etc., qui sont quand même à voir. Et donc l'idée, pourquoi en fait mettre en place cette caravane, c'est qu'il y a donc la Civis. La Civis, c'est très bien, on s'appuie sur les témoignages. Moi-même, en tant que victime, je me dis au bout d'un moment, il y a quelque chose qui est un peu anxiogène, on a l'impression même de partir de zéro. En réalité, on ne part pas de zéro sur le territoire, il y a plein d'initiatives qui se mettent en place, etc., et c'est de se dire, évidemment, il faut, un, les valoriser, et deux, repartir effectivement des besoins sur le terrain, et mettre donc l'ensemble des experts, que ce soit des professionnels de la santé, de l'éducation, de la justice, etc., bref, tout le monde autour de la table, des gendarmes, etc., des enseignants, des personnes qui travaillent dans le sport, etc., les mettre autour de la table, et qu'eux-mêmes, évidemment, se livrent à des recommandations. Et par exemple, parmi les recommandations, ce que je peux dire d'emblée, sur 5 villes, on a déjà, une formation obligatoire, des choses qui peuvent sembler évidentes, mais il y a différentes choses qui ressortent. Et pour moi, ils vous paraissent démunis, un peu perdus, un peu livrés à eux-mêmes, du coup. Chaque ça bricole. C'est-à-dire qu'il y a de belles choses qui se passent parce qu'il y a une volonté des personnes, et ça, c'est important de le souligner. Moi, le défi que je me lance aujourd'hui, c'est de rencontrer plus de 2000 personnes. J'en ai déjà rencontré plus de 150 là, depuis le mois de mai. Et c'est de me dire, évidemment, le problème, en fait, il n'est pas tant que sur le terrain, les gens s'en moquent, ferment les yeux, etc. On n'est plus en réalité à briser le silence, même si bien entendu il faut continuer. On en est au bout d'un moment à se dire au bout d'un moment quelle action on met en place pour agir. Et ça, pour moi, c'est différent. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout là-dedans, et donc il faut qu'on arrête. Et c'est pour ça que je dis qu'au bout d'un moment, même la campagne, le hashtag brisons le silence ou brisons le silence, je dis pas qu'il est dépassé parce qu'il faut continuer à le briser, mais par contre, j'aimerais bien qu'ils arrivent à non pas briser les actions, mais tout du moins à les mettre en place. Ouais. Et ça, on voit que c'est un peu plus compliqué. Donc, et c'est ça pour moi le défi. La Civis qui a chiffré la non-action au final du gouvernement ? Il y a un chiffre qui a été donné et qui a été fait dans le cadre d'une enquête bien précise, comme ça avait été fait dans le cadre des violences faites aux femmes. On parle aujourd'hui d'un coût de 9,8 milliards pour l'ensemble de la société, puisque ce qui est terrible, bien évidemment, quand on parle des enfants, c'est que les conséquences, elles sont aussi bien quand l'enfant est petit, avec des risques notamment, je sais pas, au niveau de la scolarité, au niveau de sa santé, au niveau de forcément de son lien affectif, de son grandissement, etc. Et puis quand il est plus grand, et donc quand il devient adulte, des personnes comme moi, par exemple, moi j'ai une déficience respiratoire, j'ai des problèmes cardiaques, différentes choses, une problématique du lien d'attachement, une pathologie, des questions d'addiction, etc. Bref, des choses que j'ai pu connaître comme d'autres. Et encore, je dirais, je m'en sors pas si mal, si je peux dire les choses comme ça. Et ça, effectivement, ça a un coût pour la société. Et je pense même que le 9,8 milliards, il est, je vais pas dire sous-estimé, mais quand même, on voit bien que les conséquences sont multiples. Moi, je pense notamment aujourd'hui, j'ai une grande pensée pour les personnes à la rue dont on a parlé, notamment parce qu'on dit qu'il y a quand même 2000 enfants aujourd'hui en France qui sont à la rue, mais il y a des gens qui sont à la rue, qui sont victimes aussi de violences sexuelles. Pourquoi ? Parce qu'elles n'arrivent pas à vivre dans leur logement, parce que certaines ont fui d'ailleurs leur pays. Moi, je pense notamment aux personnes victimes d'excision, personnes victimes de mariage forcé, etc. etc. Et ça, d'une certaine manière, on met ça sous le tapis en se disant, voilà, on reste large, on agit, encore une fois, je reviens sur le spot, on met un spot en place qui est certes très bien, mais sur le fond du sujet majeur que rencontrent les professionnels notamment. Est-ce que le spot, Arnaud, pardon de vous couper, vient un petit peu en contre-feu ? On a parlé bien sûr de vos actions, on va parler de la Carado avec les gendarmes du Nord dans un instant. Il y a ce documentaire qui arrive très bientôt aussi de la part d'Emmanuelle Béard, ce cri du cœur, Emmanuelle Béard qui se livre et qui dit qu'elle aussi elle a été agressée sexuellement par quelqu'un de sa famille qui n'était pas son papa quand elle était toute jeune. Un nouveau documentaire coup de poing qu'elle a co-réalisé.
On se dit que la parole se libère et pourtant, encore une fois, cette volonté politique qui tarde à arriver. Moi, je trouve ça vraiment incompréhensible. Je pense, moi je rappelle que sur le documentaire d'Emmanuel Béard, effectivement, ce que j'ai trouvé terrible, c'est que la seule réponse de la ministre était de dire qu'elle était courageuse. Et moi je pense que les victimes, elles n'attendent pas qu'on dise simplement qu'elles sont courageuses, elles attendent simplement des actions concrètes, etc. Et je pense que Emmanuel Béard, dans tout le chemin qu'elle a mené à travers son film, son documentaire, elle a découvert aussi la réalité, une réalité qu'elle connaissait peut-être moins, pas sa réalité personnelle, mais une réalité pour l'ensemble des victimes, et avec donc une inaction complète et qui rend compte au bout d'un moment que dans le film, elle va parler notamment d'une mère qui a voulu protéger sa fille et qui s'est retrouvée en difficulté avec la justice qui voulait la condamner. Enfin bref, dans des situations complètement dingues, d'autres victimes qu'on ne croit pas, etc. Parce que 73% des plaintes sur mineurs sont classées pour viol sur mineurs sont classées sans suite, etc., etc. Et cette réalité-là, elle est hyper violente. Et donc les victimes, quand elles parlent, bien entendu, c'est pourquoi ? C'est pour protéger d'autres enfants, c'est pour aussi soutenir certains parents, parce que 9 fois sur 10, les victimes n'ont pas de soutien de leur propre famille. C'est le b.a.-ba, justement, quand on voit que la parole se libère, c'est de tendre la main et de dire « je te crois ». Exactement. Ça, c'est essentiel. Je te crois, ou je vais te soutenir, etc. Enfin, je veux dire, encore une fois, je prends mon exemple. Moi, quand 9 personnes sur 10, je n'ai pas été soutenu par ma famille, y compris mes propres sœurs, etc. Mais aujourd'hui, d'une certaine manière, je ne leur en veux pas. La justice fonctionne de la même manière. Je me dis qu'il y a quelque chose qui est culturel. Donc, si on veut avancer, faisons ce que d'autres ont fait, y compris dans d'autres pays. Il y a l'Écosse, notamment. Il y a la Belgique, avec la question de l'imprescriptibilité, etc. Ou autre. Ça a permis d'améliorer les techniques d'enquête. Ça a permis de mieux condamner aussi les agresseurs, etc. En France, il y a vraiment besoin de quelque chose, un électrochoc qui va plus loin que le spot. La ministre a salué le courage politique, le courage d'Emmanuel Béard. Nous, on manque de courage politique en France aujourd'hui ? Ah bah oui, on manque même, au-delà du courage, on manque de volonté politique. C'est-à-dire de manière très claire, on est dans quelque chose, c'est un faux semblant, et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que nous, on passe une fois de plus, nous, associations, activistes, etc., parce qu'on va se dire, ils se plaignent encore, ils sont jamais contents. Et on a de quoi se plaindre, parce qu'il y a de quoi un peu être énervé, et encore, on est gentiment énervé, parce qu'on pourrait s'énerver un peu plus, d'une certaine manière. C'est ça le sujet. Et donc, à chaque fois, il y a ces parades-là, mais qui sont pas... Enfin, c'est pas sérieux. Enfin, je veux dire, c'est pas sérieux. Alors, bien sûr, on peut souligner quand même qu'il va y avoir aussi un plan de lutte contre les violences qui sera présenté prochainement au mois d'octobre, etc., auquel j'ai participé. Mais je le dis d'emblée, ce plan, pour y avoir participé également, parce qu'on nous a présenté, il y a une concertation, comme ils savent le faire avec les associations, ne va pas assez loin. En réalité, on manque d'ambition. Par exemple, toute la question de l'Église, j'ai demandé que ce soit rajouté au plan. Ça n'apparaît pas. Pourquoi ? Ah bah je sais pas, parce qu'ils disent pourquoi. Ah bah si, pourquoi ? Je le sais, pardon. Très intéressant le cas de l'Église. Ils disent oui, mais on attend de voir s'il y a un diocèse qui est d'accord pour faire une expérimentation. Voilà, je le dis. Oui, on attend longtemps là. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a 330 000 victimes et évidemment l'État doit attendre gentiment que. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on expérimente quelque chose avec vous ? Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. Et donc ça a toujours été fait comme ça parce que les enfants ne sont pas une priorité. C'est ça que ça signifie derrière. C'est symptomatique. Alors je suis pas en train de dire qu'il y a un complot machin ou autre, mais c'est-à-dire que politiquement, on n'en fait pas une priorité. Et ça, c'est inacceptable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien ce que ça représente pour la vie des parents, déjà, de se dire, évidemment, toutes les questions qu'on se pose dans le grandissement des enfants, etc. Il faudrait qu'il y ait un État qui, de manière générale, en termes de prévention, etc., puisse donner certaines clés en se disant, de toute façon, ce qu'on n'investit pas dès le plus jeune âge, on le récupère après. En attendant, ce sont des initiatives locales que l'on souhaite mettre en lumière. On a parlé de la caravane, effectivement, d'Arnaud Gallet. Il y a une toute autre caravane dans le Nord. Adrien, tu nous emmènes dans le nord de la France. Oui, on va parler d'une mission de prévention ô combien importante assurée par une caravane itinérante. Son nom, Carado. Ce dispositif a été mis en place en 2019 par le groupement de gendarmerie départementale du Nord. Et le but est simple, libérer la parole sur les différentes violences du quotidien. Écoutez d'ailleurs Manon, elle est dans cette Carado depuis 2020. Souvent on a des retours que les personnes ont déjà vécu ce qu'on est en train de leur parler. Donc, plus souvent c'est les violences intrafamiliales. Les gens nous disent ouais moi j'ai vécu ça mais j'ai pas su le dire parce que moi on m'a pas expliqué comment ça se passait, etc. Donc notre but c'est d'essayer d'expliquer malgré que le mal soit passé à cette personne-là, elle pourra toujours en parler à d'autres personnes autour d'elle qui pourront du coup être aidées cette fois-ci. Voilà Manon, 16 ans seulement, un discours déjà très lucide sur un sujet lourd, mais elle n'est pas seule pour tenir cette caravane. Carado, c'est en fait un mélange entre lycéens d'établissements généraux et professionnels, des jeunes en mission de service national universel également, et des cadets de gendarmerie. Les gendarmes, eux, ne sont là que pour encadrer, mais cette prévention pour les jeunes est assurée par les jeunes.
Moi personnellement, si c'était un gendarme ou quelqu'un de plus vieux qui vient me faire une leçon de morale, ça me plairait pas. Alors que là, le fait que ce soit un jeune qui nous raconte, ça libère beaucoup plus la parole et ça fait que la personne est beaucoup plus à l'aise pour réussir à parler de ce qu'elle vit, de ce qu'elle perçoit et de ce qu'elle ressent. Les deux parents de Manon sont gendarmes et très vite, cette adolescente a été sensibilisée aux questions des violences intrafamiliales, mais ce n'est pas le cas de tous les jeunes. Alors pour permettre une discussion plus ouverte, des activités sont aussi à disposition. Du coup, on a tous nos kakémonos, donc c'est différentes histoires. On a le harcèlement, on a les féminicides, on a Internet et à l'extérieur, on a un parcours alcool et stupéfiants. Donc en gros, on a fait ça, c'est pas pour dire aux gens oui c'est drôle, regardez vous marchez pas droit quand vous êtes sous l'emprise d'alcool, c'est vraiment pour leur expliquer que ils sont pas à même de leurs propres émotions, de leurs mouvements quand ils sont sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants et que c'est souvent par l'alcool ou les stupéfiants que les violences démarrent. Une prévention ludique est plus que jamais nécessaire, on l'a dit, un Carado est là pour libérer la parole, une parole qui intervient parfois trop tard. En 2021, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 64 300 victimes de violences intrafamiliales non conjugales. C'est 16% de plus qu'en 2020 et les deux chiffres qui nous inquiètent ici, 80% des victimes étaient mineures au moment des faits et le délai moyen des plaintes atteint jusqu'à 7 ans. Arnaud Gallet, 7 ans, comment on fait pour réduire ce délai ? Comment on fait, c'est toujours pareil, c'est la question des moyens, c'est ce que je disais avant, c'est-à-dire que c'est là que le bas blesse d'une certaine manière, c'est bien de faire des spots, c'est bien de faire des préventions, on peut que saluer ce type d'initiatives qui sont des initiatives citoyennes et qui permettent réellement en plus avec les jeunes de travailler sur cette question qui est fondamentale et on voit bien que les jeunes sont intéressés, sont à la hauteur des enjeux. Une prévention par les jeunes, pour les jeunes. Des enfants qui proposent de libérer la parole d'autres enfants, c'est aussi une solution. Génial. Oui, même de manière générale, on sait que de toute façon la prévention entre pairs ou même la protection entre pairs, y compris au niveau des violences sexuelles, c'est quelque chose qui fonctionne. Moi-même, j'ai pris la parole parce que, je sais pas, il y a des personnes comme François Deveau, etc. Il y a un processus d'identification en fait qui se passe, qui est essentiel, sur lequel on doit s'appuyer. C'est pour ça, c'est dommage en fait que ce soit uniquement des initiatives locales. On pourrait imaginer quelque chose qui se déploie sur tout le territoire national parce que on est déjà plus que convaincus. Et puis en plus, je veux dire, faire vivre la citoyenneté. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans une démocratie, d'une certaine manière? Là, c'est ce que ça montre. Moi, je trouve ça génial. Je trouve qu'on voit bien. Et donc, on manque donc et de volonté politique et de moyens, d'une certaine manière, pour réduire, évidemment, tous les délais dont on a parlé. Et puis, pour faire vivre et surtout que les chiffres baissent, parce que les chiffres font peur, quoi. Je veux dire, à tous les niveaux, que ce soit le harcèlement, les violences intrafamiliales, violences sexuelles, etc. C'est pour ça que je dis ça. Je me dis, mais quand même, quand on met tout bout à bout, c'est sympa d'avoir un regard angélique sur l'enfance, mais en réalité, c'est un peu... on peut se dire gentiment, comme ça fait un peu peur quand même. En attendant, comment on éduque son enfant au risque d'agression sexuelle ? Je pense qu'il faut en parler, tout simplement. Il y a pas mal d'outils qui existent. Il y a des outils qui peuvent avoir été mis d'ailleurs en place par Muriel Salmona, notamment avec Mémoire traumatique, des livres qui sont téléchargeables gratuits sur Internet. Il y a différents outils qui peuvent exister. Il y a Le Loup aussi de Maïlan, qui est un super livre, un super ouvrage qui a été fait. Bref, il y a plein d'outils, mais c'est vrai que ce qui manque cruellement, comme des fois il y a beaucoup de choses aussi à faire, je pense qu'on devrait avoir une plateforme portée aussi par un secrétariat d'État, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de ministère dédié en France. Oui, qui permet de dire, évidemment, voilà, ça c'est certifié, validé, vous pouvez utiliser ce document, etc. C'est pareil, enfin, je veux dire que ça coûterait quoi en réalité? On a plein de gens qui font ça, on a les expertises. En fait, c'est ça qui est décevant en réalité, pour le dire de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est pas comme si on n'avait rien. En réalité, on a tout, parce qu'en France, on est quand même dans une belle démocratie, un beau pays qui nous permet aussi de faire des études, etc., de montrer plein de choses. Mais on en fait quoi? Ce que vous dites concrètement, Arnaud, c'est que, bon, bien sûr, l'équation, elle est délicate, elle est compliquée, mais il faut y aller, quoi. Il faut commencer. Bien sûr, il faut de la volonté. On est au stade zéro. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est au stade zéro. On n'est pas au stade zéro sur le terrain, donc parce qu'il y a des initiatives, etc. Mais on est au stade zéro en termes de volonté politique. C'est-à-dire, on est où, quoi, en réalité, là-dessus? On a un spot. Et pour moi, exactement, on a un spot, c'est bien, encore une fois, c'est déjà ça. Sauf que le spot où les associations principales, etc., n'ont pas forcément été concertées préalablement, etc., même si c'est pas une obligation, on peut se dire, voilà, on est dans une démocratie, où se passe la concertation, le lien avec les experts, etc., tout ce truc-là, machin. On n'en est pas là en réalité. Et on est avec des fois une difficulté, moi je vais le poser ici, même d'avoir, on a face à nous des personnes, notamment au niveau du gouvernement, qui ont un peu de mal avec la contradiction. C'est-à-dire que nous, on est dans un lien de contre-pouvoir que la démocratie nous a donné. C'est-à-dire que les associations sont là pour ça, contre-pouvoir au sens
positif, pas au sens on souhaite une révolution ou quoi que ce soit, mais on est là un peu on est des lanceurs d'alerte, etc., pour pouvoir avancer dans le bon sens, et on n'est pas forcément associés. Et c'est ça qui est dommage. Et nous, donc c'est pour ça que ce message, il est essentiel. Et en tout cas, nous, on lâchera rien quand il y a des personnes comme moi qui sortent du bois, qui ont été victimes, etc., avec tous les risques que ça représente. Risque au sens où, effectivement, on peut avoir des fois des retombées de bâton, parce que quand on prend la parole, quand on est acteur de la protection de l'enfance, des fois, on a même des personnes qui disent « Ah, bah voilà, t'es pas forcément objectif sur la situation », comme s'il fallait une forme d'objectivité sur la situation, même si je dis, mais bon, enfin voilà, donc on nous renvoie à un statut de victime. Nous, on lâchera rien, c'est ce message-là, pour les enfants, pour les parents également, pour l'ensemble de la société, et ça, c'est essentiel. Merci infiniment Arnaud Guélet d'être venu nous voir une fois encore sur le plateau de School TV Le Mag. Je rappelle bien sûr le numéro essentiel, n'hésitez pas à composer le 119 pour libérer la parole, pour communiquer bien évidemment. On rappelle votre ouvrage, Arnaud, J'étais un enfant, aux éditions Flammarion. Effectivement, ça, 4 octobre. Le 4 octobre, ça sort. Et puis, on rappelle que vous serez à Angers tout à l'heure avec votre caravane et que vous serez le 26 septembre prochain du côté de Rennes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Un grand merci à Adrien. On se retrouve demain pour un nouveau School TV Le Mag.